Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre invitation. Bonjour à tous, ça fonctionne très bien. Donc aujourd'hui, on va vous parler du partage altruiste des données des patients comme condition sine qua non en fait, à l'essor de l'intelligence artificielle. Donc mon nom est Ludivine Verbogen, je suis juriste, j'ai plusieurs affiliations, mais aujourd'hui, je suis venue vous parler de la Fondation 101 Génome que j'ai cofondée avec mon mari, Romain Elderweireld. Voilà. Et donc, moi, je suis Romain Elderweireld, je suis juriste aussi, et j'ai toute une série d'affiliations qui sont là, mais aujourd'hui, ça sera uniquement question de la Fondation 101 Génome. Alors, s'il y a un slide que vous voulez retenir de cette présentation, eh bien, c'est celui-ci, c'est cette roue. Au cœur de cette roue, on a la main de mon petit garçon qui s'appelle Aurélien. C'est notre troisième enfant, et quand il est né, on a appris qu'il est atteint d'une terrible maladie rare. On s'est tourné vers les associations de patients pour trouver du réconfort, et là, on s'est rendu compte qu'il y avait un gap entre les associations de patients et la recherche, et que ce gap pouvait être rempli. Alors, nous avons décidé de créer la Fondation 101 Génome, avec le soutien de la Fondation Roi-Baudouin. Et ensuite, nous avons créé notre propre infrastructure de collecte, de stockage d'ADN biologique, donc une biobanque, sur laquelle nous avons créé une biobanque bioinformatique, dans laquelle on a conservé l'ADN digital de nos participants. Suite à quoi, nous sommes juristes, vous avez entendu tous les défis que le partage de la donnée pose aujourd'hui dans le cadre actuel. Et de par notre expérience de parents d'enfants malades, nous nous sommes rendus compte que la gestion de la donnée était, pour le dire sobrement, suboptimale. Et donc nous avons créé un système qu'on appelle un système de consentement dynamique, de gestion dynamique des consentements, avec lequel nous sommes retournés vers les associations de patients pour collecter leurs données et nourrir notre base de données. Et c'est cette histoire qu'on va vous raconter aujourd'hui. Alors notre fils Aurélien, il est né en septembre 2015. Très tôt, on a suspecté une anomalie des tissus conjonctifs. Ça a été confirmé 11 mois plus tard par un test génétique. Il était atteint du syndrome de Marfan à cause d'une mutation sur le gène FBN1. Alors le syndrome de Marfan, c'est quoi? C'est une maladie génétique rare qui atteint les tissus conjonctifs. Les tissus conjonctifs, on en a un peu partout dans le corps, donc c'est multisystémique, donc il faut surveiller l'appareil musculo-squelettique, les yeux, mais l'atteinte la plus grave, c'est la racine de l'aorte qui se dilate et qui peut aller jusqu'à la dissection, ce qui peut entraîner la mort du patient, malheureusement. Alors nous, on n'avait jamais entendu parler de Marfan, encore moins des tissus conjonctifs, puis on s'y était intéressé, on s'est rendu compte qu'il y en avait plus que ce qu'on pensait, même des célébrités. Mais le grand problème dans cette maladie, comme dans beaucoup de maladies rares, c'est qu'il y a une très grande variabilité des atteintes. Alors nous sommes face à des médecins aujourd'hui, peut-être que vous avez déjà croisé des Marfans dans votre carrière, et vous dites, bon, Marfan, ça va, il y a pire. En réalité, Aurélien, il atteint d'une forme spécifique du syndrome de Marfan, ça s'appelle la forme néonatale, avec une espérance de vie qui est ridicule, qui est terrible, et quand on a eu cette espérance de vie au moment, quelques jours ou quelques mois après sa naissance, c'était un choc absolu. De ça, on est retourné vers le généticien qui nous a aidé à poser le diagnostic d'Aurélien, et on partait de très loin, on était des juristes, on est toujours des juristes, on comprenait absolument rien de ce qui se passait, et donc le généticien ici, qui est ici le professeur Guillaume Smits, a pris énormément de temps pour nous former, pour nous apprendre, et pour nous faire comprendre qu'on était sur la crête d'une révolution technologique, avec le séquençage de nouvelles générations qui permettait de séquencer l'entièreté du génome et d'explorer la galaxie du génome. Alors pourquoi c'est important? C'est important parce que quand on arrive à identifier les interactions entre les gènes au sein du génome, on peut potentiellement mettre à jour de nouveaux médicaments. Et c'est quelque chose qui a été mis en valeur avec cette étude qui est le Resilience Project. Je ne vais pas aller très loin, mais en deux mots, c'est une étude dans laquelle on a réussi à identifier des gènes modificateurs capables de contrecarrer les effets les plus délétères d'une mutation pathogénique qui caractérise une maladie. Alors, moi, je me suis dit, tiens, est-ce que ça a été fait dans le contexte de la maladie de mon petit garçon? Non. Est-ce que je pourrais le faire? Oui. Et donc, je me suis basé sur 2 bases de données et j'ai mené ma propre enquête et jusqu'à arriver à une trace qui permettait de penser qu'il y a à l'œuvre, dans le contexte du syndrome de Marfan, des gènes modificateurs capables de contrecarrer même les atteintes les plus graves de cette maladie. Alors, sur cette base... C'est sur cette base qu'on a décidé de créer la Fondation 101 Génome, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un espoir de découvrir un gène modificateur pour le gène FBN1, responsable de la maladie de notre petit garçon, en collectant des génomes de patients atteints du syndrome de Marfan. On a appris que les chercheurs ne s'étaient pas rendus compte, les chercheurs ne disposaient pas de ces outils, et donc on a décidé de mettre ces outils à la disposition des chercheurs. La première chose qu'on a faite, c'est ouvrir un fonds à la Fondation Roi-Baudouin, ce qui nous permet de bénéficier de la déductibilité des dons pour notre fondation. On ne fonctionne qu'avec la philanthropie, donc ce slide est très important. Vous pouvez scanner le QR code. Et puis ensuite, on s'est entouré d'un comité scientifique qui rassemble les plus grands spécialistes du syndrome de Marfan en Belgique et en Europe, et également des grands spécialistes en bioinformatique et en algorithmique.
Alors, avec ce comité scientifique, on a défini la recherche GEMS, c'est la quête des gènes modificateurs dans le syndrome de Marfan. Alors, en quoi ça consiste? Eh bien, en fait, on se lance à la recherche de gènes protecteurs capables d'expliquer la variabilité des atteintes cardiovasculaires chez les patients atteints du syndrome de Marfan, avec pour but de détecter des nouvelles pistes thérapeutiques qui permettraient d'imiter ces effets protecteurs. C'est vraiment la recherche qui est au cœur de l'action de la Fondation Sans un génome, et elle est soutenue par le réseau européen de référence VASCERN. Oui, et donc le concept de GEMS. Alors le concept, c'est qu'en fait, on choisit une mutation FBN1 spécifique dans laquelle on retrouve une très grande variabilité, même parmi les membres d'une même famille. Et alors on rassemble une cohorte avec des gens très âgés qui ont très peu d'atteintes cardiovasculaires et des gens plus jeunes qui ont des atteintes cardiovasculaires très jeunes et très graves. Et donc de là, on se rend compte que c'est une cohorte qui est idéale pour partir à la quête des gènes protecteurs. Alors ensuite, une fois qu'on avait défini la recherche, eh bien, on devait organiser le stockage des données des patients qui souhaitaient participer à notre recherche. Alors on a ouvert une biobanque biologique pour conserver les extraits d'ADN. On a obtenu l'approbation du comité d'éthique d'Erasme ainsi que celui de la FMPS. Et puis ensuite, on a ouvert un cloud génomique pour pouvoir garder les données digitalisées de nos patients, avec des grands spécialistes du cloud. C'était nécessaire parce qu'un génome digitalisé, donc traduit en langage informatique, c'est une donnée informatique très très lourde qu'on ne peut pas conserver sur un serveur habituel. Tout à l'heure, on en parlait, donc c'est un espace HDS, hébergeur de données santé validé en France. Alors, notre propre expérience de parents, donc on est devenu un petit peu accompagnateur de la recherche. On s'est rendu compte qu'au moment où on avait enrôlé notre petit garçon dans une recherche, les premières recherches, c'était lors d'un rendez-vous en cardiologie. On était terrifiés par l'annonce de ce qu'on allait nous dire. On nous a fait signer, on dit tiens, au Texas, ils sont en train de faire une recherche, est-ce que vous serez d'accord qu'Aurélien participe? Oui, oui, bien sûr, on a signé, on a remis Aurélien dans sa poussette, on est passé dans le parking sous la neige, on a replié la poussette, j'ai pris le volant, j'ai dit Ludivine, t'as le consentement? Elle m'a dit non, c'est toi qui l'as, non, je l'ai pas, et c'était perdu. On s'est dit waouh, pas top. Alors ensuite, on s'est mis dans le point de vue des chercheurs dans le contexte de GEMS, et on s'est rendu compte que, oui, ils doivent définir ce consentement, il doit être validé par le comité d'éthique, mais ensuite, dans leur hôpital, ils voient quelques patients atteints de maladies rares, mais ils doivent faire appel aux copains, à l'équipe, et aux autres chercheurs, aux autres médecins dans les autres hôpitaux. Et dès qu'on sort de l'hôpital pour entrer dans un autre hôpital, le consentement qui a déjà été validé par un premier comité d'éthique doit être validé par un deuxième comité d'éthique. Alors bonne chance dans le contexte des maladies rares, on pourra reproduire l'exercice des centaines de fois. Ce système n'est pas optimal pour le patient, n'est pas optimal pour le chercheur, et n'est pas optimal pour la personne qui collecte le consentement. Parce qu'on entend parler de consentement éclairé, mais si la personne qui collecte le consentement, il doit être capable de dire, tiens, la personne en face de moi, il a objectivement mis dans des conditions pour poser un consentement éclairé. Et la plupart des cas, c'est très subjectif. Et il arrive souvent que des examinateurs décident « ouais, en fait, le gars-là, il n'a pas compris. Donc, je ne le prends pas dans la cohorte. » Donc, c'est mauvais dans les trois côtés. Alors, nous, on a décidé de faire quelque chose qui s'appelle une solution de gestion dynamique des consentements, où on met directement en contact les participants potentiels avec les chercheurs, avec, bien sûr, d'abord quelque chose qui a été validé par leur comité d'éthique en interne, et on met en place cette solution de consentement en ligne. Voilà, donc c'est une application qui permet de donner son consentement en ligne, donc de partout dans le monde, ce qui est essentiel pour les maladies rares parce qu'il n'y en a pas beaucoup par pays. Et donc c'est une application web qui permet le recueil des consentements, la gestion des consentements et la collecte de données phénotypiques si le patient le souhaite. Il y a un mandat dedans. Il y a un mandat dedans, tout à fait, qui permet d'accéder aux données des patients. Donc, pour faire le lien avec ce qu'a dit M. Lekovic. Alors, c'est une application qui est opérationnelle depuis 2022. Elle existe en 5 langues. On peut le faire pour soi-même ou pour son enfant. Et ce qui est assez révolutionnaire, c'est que le patient est mis en contact direct avec l'investigateur principal de la recherche. Alors, ce qu'on a intégré aussi, c'est un quiz qui permet de s'assurer que la personne qui donne son consentement a bien compris à quoi elle s'engage. Alors, une fois que la personne a donné son consentement en ligne, eh bien, elle reçoit par la poste un kit de prélèvement salivaire dans lequel il lui suffit de cracher et puis elle renvoie cet échantillon gratuitement à l'université de Gand. De là, on extrait son ADN, on en sort 5 alicots, 4 sont conservés dans la biobanque de la Fondation Sans un génome pour anticiper des développements technologiques ultérieurs. Et un est envoyé directement à notre prestataire de services Macrogène qui va le séquencer, donc le traduire en langage informatique, et puis il sera hébergé sur notre cloud génomique pour être disponible aux analyses des bioinformaticiens. Alors, il y a une grande
révolution en fait dans ce qu'on a mis en place, c'est que ça intègre un portail qui s'appelle Manage Your Data, MIDA, et ça permet en fait aux participants de toujours retrouver son consentement, parce que nous, ça nous avait perturbé d'avoir perdu et on ne sait pas ce qu'on fait avec les données de notre fils au Texas aujourd'hui. Ça lui permet de regarder si l'investigateur principal de la recherche l'a signé, si son échantillon salivaire est arrivé à Gand, si son génome a été séquencé, s'il y a des chercheurs qui travaillent sur ces données, et s'il y a éventuellement des publications scientifiques qui ont été faites en utilisant ces données. Donc ça permet vraiment aux patients de se dire moi j'ai donné mes données, ça sert à quelque chose et je garde un lien avec la recherche à laquelle je participe. Et c'est un consentement, c'est un point où on peut exercer l'ensemble des droits alloués par le GDPR, et c'est un consentement dynamique. Ça veut dire qu'on peut consentir, reconsentir, et on crée une relation biface avec le participant. Donc on n'a pas un broad consent, on a un dynamic consent. Oui, bien sûr, on peut retirer son consentement aussi en un simple clic. Vraiment, pas en envoyant un courrier recommandé. Voilà, et donc ça a été approuvé par 3 comités d'éthique, notre Consent App, et il y en a même un qui nous ont écrit pour nous dire qu'ils étaient super enthousiastes par rapport à ce qu'on avait mis en place et que ça devrait servir d'exemple à d'autres recherches. Alors, aujourd'hui, James, c'est 174 participants de partout dans le monde. Plus un à l'instant. Plus un à l'instant, 175, voilà. Donc de Belgique, de France, du Luxembourg, des Pays-Bas, de Slovaquie, Suède, Autriche, Espagne, Royaume-Uni, Danemark, Suisse, Argentine et même les États-Unis. On a vraiment réussi à organiser toute la logistique pour faire renvoyer et revenir les sites même hors Union européenne. C'est pas facile. Non. Alors les grands champions de la participation, ce sont les Espagnols. Les deuxièmes sur le podium sont les Français. Les troisièmes sont les Belges. On espère qu'on va remonter une marche. Voilà. Et donc, aujourd'hui, sur notre cloud génomique, on a 585 données génomiques de nouvelle génération de patients atteints du syndrome de Marfan, ce qui est une base de données tout à fait conséquente, disponible à l'analyse bioinformatique et au développement d'IA. Exactement. Et donc ceci a permis de nourrir des groupes de recherche pour développer des outils d'intelligence artificielle. On va vous en présenter 3. Le premier, c'est un outil d'intelligence artificielle monogénique qui aide à catégoriser la pathogénicité des variants sur le gène FBN1. Bon, voilà. Il est disponible, il est en ligne, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez le tester. Il a 2 fonctions. Il y a une fonction de empowerment, d'empouvoirment du patient, qui permet au patient d'aller vérifier et comprendre ce qui se passe avec les mutations qu'il a reçues dans son diagnostic. Et aujourd'hui, on en est extrêmement fiers. Il y a plusieurs groupes qui ne posent pas leur diagnostic dessus, mais au moment de poser un diagnostic du syndrome de Marfan, ils vont vérifier ce qu'ils peuvent constater sur celui-ci. C'était une idée géniale de le développer, on n'était pas les seuls, Google a fait la même chose, nous on l'a fait pour un seul gène, Google l'a fait pour les 20 000 gènes du génome, mais le nôtre continue à avoir une certaine valeur ajoutée. Ensuite, on a des outils d'intelligence artificielle oligogéniques qui vont créer, et c'est ce dont on a vraiment besoin nous, identifier les interactions, les réseaux de gènes au sein du génome pour comprendre quels sont les gènes qui interagissent les uns vers les autres. Tous ces outils sont directement accessibles dans notre cloud génomique, ce qui nous permet de les faire tourner et de vérifier une série d'hypothèses quand elles sont posées. Alors ensuite, on a développé un outil d'intelligence plus classique de reconnaissance d'images pour objectiver les mesures de la prise de mesure de l'aorte, qui reste un challenge à l'heure actuelle. Tous ces outils sont des outils de machine learning. Tout à l'heure, on a bien fait la différence entre generative AI et machine learning. Ici, c'est du machine learning. Alors voilà, donc nous, on s'est posé, on l'a pas fait exprès, on s'est posé comme un acteur, comme un intermédiaire entre les associations de patients qui voulaient partager leurs données, mettre à disposition leurs données, et tous ces groupes de recherche que vous voyez là, qui avaient besoin de pouvoir interroger ces données et pouvoir accéder à ces données pour vérifier, postuler, construire des outils. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, une minute. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh bien, pour le futur, on pourrait s'enregistrer comme Data Altruism Organization. En fait, on est un peu comme Monsieur Jourdain. Je pense qu'on faisait du data altruisme sans le savoir. Donc, on a introduit en 2024, en décembre, une demande de reconnaissance. Voilà, ça prend du temps, on continue. Et ensuite, on a été, depuis 2020, on accompagne quelqu'un qui est ici, qui est Guillaume Prachet, qui est un pharmacien qui a découvert qu'il était atteint d'une forme, un déclenchement rapide du syndrome de Parkinson. Ses recherches ont été alimentées par les nôtres, on s'est beaucoup aidé. Et lui, aujourd'hui, il envisage de faire un projet 101 Parkinson, et on va voir jusqu'où on va aller avec lui. Oui, donc voilà, nous, on s'était donné pour objectif de rassembler 101 génomes de personnes atteintes du syndrome de Marfan. On a réalisé cet objectif l'année passée. Maintenant, on continue, on va arriver à 202 génomes cette année. En tout cas, c'est notre objectif. Pourquoi 202 ? Parce qu'au plus on a donné, au plus la puissance statistique des algorithmes
augmente. Alors, comme Romain l'expliquait, on est aussi sollicité pour des projets sans un génome pour d'autres maladies, Parkinson précoce, Louise Dist, etc. Je ne vais pas toutes les citer. Donc en fait, notre modèle, il existe, il fonctionne, il est réplicable pour d'autres maladies rares et même moins rares. Et on a même été contacté pour voir si on pouvait aider à un projet génomique populationnel en Belgique. Alors, pour ça, on peut compter sur nos collaborateurs. On ne fait quand même pas tout ça tout seul. Et on a bien sûr des bénévoles, des associations de patients et des partenaires qui nous aident depuis 2017. Alors en conclusion, donc notre idée c'est de rajouter une troisième voie, c'est pas de remplacer ce qui existe. On va continuer à faire de la recherche in vivo sur des souris, sur des poissons. On va continuer, on en a besoin, à faire de la recherche in vitro sur des iPSC, sur des cellules reprogrammées, sur des cellules dans lesquelles on peut tester des molécules. Mais nous, ce qu'on veut rajouter, c'est cette troisième voie, la voie in silico. On va utiliser et mettre au service des patients et de la recherche l'intelligence artificielle. Okay. Et donc, comme Ludivine a dit, on a mis en place un système avec 4 piliers réutilisables, un pilier financier avec le soutien et l'appui de la Fondation Rabaudouin, un pilier juridique et éthique avec l'application de gestion dynamique des consentements qui encadre l'accès aux données, un pilier biologique avec tout le flux opérationnel qu'on vous a montré en laboratoire et un pilier digital avec l'hébergement de la donnée génomique et la mise à disposition des outils bioinformatiques. Et donc, on ne demande qu'à faire avancer notre projet. Voilà, merci à vous, merci pour votre écoute. Merci de votre attention.